Voilà, donc je suis reçu à Bourges par Mireille Joséphine Guesnec, également connue, puisqu'elle est tellement impliquée dans la civilisation indienne, sous le nom de Ima Bindu. Qu'est-ce que ça veut dire Ima Bindu? Oui, effectivement. Ima Bindu, c'est un nom sanskrit. Donc, si on se réfère à l'étymologie, Ima, c'est la neige. Comme nous avons Comme Himalaya. voilà, Himalaya, c'est le séjour des neiges. Donc, Ima Bindu, c'est la neige, le froid aussi. Et Bindu, c'est le point. En fait, c'est un point, c'est le point semence. Et c'est précisément ce point que les femmes indiennes aussi portent sur le front, au centre du front. Ima Bindu, point semence. Donc, on pourrait traduire étymologiquement comme goutte de neige. Mais Ima Bindu, c'est aussi un nom de la déesse Parvati, la parèdre de Shiva. Oui. Et donc vous vous êtes investi considérablement dans toute l'histoire, dans toute la civilisation indienne, bien que vous soyez d'origine bretonne. Oui, effectivement. Maintenant, je me définirais d'ailleurs comme indo-bretonne. Je crois que j'ai passé pratiquement la moitié de ma vie à voyager en Inde, voilà, donc pour des travaux universitaires et des missions. C'est vrai qu'après mes études de philosophie occidentale, donc je me suis spécialisée en philosophie indienne. J'ai étudié le sanskrit, donc voilà, et en particulier donc beaucoup d'aspects de la philosophie indienne, des Védas, mais aussi je me suis beaucoup intéressée à ce qui était la divination, les arts divinatoires, la médecine ayurvédique et Jyotish, l'astrologie astrologie védique. Et là, vous avez consacré un mémoire à cette question Voilà, j'ai fait au mon niveau de la société indienne. Voilà, j'ai fait mon DEA à la Sorbonne sur ce thème aussi des pratiques divinatoires et donc où l'astrologie, Jyotish, occupe une place importante. Et vous avez fait l'effort de comprendre en profondeur ces pratiques ou ces techniques. Oui, disons que avant, je pratiquais l'astrologie occidentale. Voilà, j'avais un très bon professeur et j'étudiais donc l'astrologie occidentale pendant une dizaine d'années. Mais sans vraiment la pratiquer, mais ça m'intéressait beaucoup, astrologie, morphopsychologie. Donc j'avais un très bon professeur qui était formé à ces différentes disciplines, donc c'était extrêmement intéressant. Et puis petit à petit, m'intéressant à la philosophie de l'Inde, aux Upanishads, aux Védas, je me suis dit tiens, il y a aussi des textes d'astrologie védique. Et j'ai commencé à les lire. Et donc je suis partie en Inde dans le cadre de bourses de sanskrit, et c'est vrai que entre autres mes traductions, j'ai traduit je traduisais des textes comme la Brihat Jataka, donc avec mes professeurs qui étaient des professeurs de philosophie et de sanskrit, mais pour eux c'était tout à fait normal de traduire des textes d'astrologie védique en sanskrit, de les retraduire en anglais. Alors, avant d'aborder la question de ces pratiques divinatoires en Inde, moi ce qui m'intéresserait peut-être c'est le propos de la philosophe, de la philosophe sur l'astrologie en tant que phénomène, ou sur la divination en tant que phénomène. On va d'abord aborder globalement le problème, qu'est-ce que c'est que la divination philosophiquement, qu'est-ce que c'est que l'astrologie, quels sont les problèmes que ça pose. Oui, c'est vrai que je me suis... bon, je trouvais la philosophie occidentale cartésienne assez réductrice en fait. Et donc j'étais très contente aussi de rentrer dans la philosophie orientale, la philosophie de l'Inde, de lire les Upanishads, de lire des textes des Védas et de découvrir toute une dimension qui reliait l'homme au cosmos par exemple. Toute une autre façon aussi d'appréhender le temps ou d'appréhender ce qu'est l'être humain, la relation on va dire au divin, au sens étymologique du terme sanskrit. Div, qui veut dire briller, donc on va dire à quelque chose qui est justement cette lumière, quelque chose qui est cette énergie cosmique lumineuse. Et donc aussi Jyotisha. Jyotisha, c'est aussi la science des corps célestes lumineux. Donc pour moi, je veux dire que j'ai pas de problème philosophique ou épistémologique à dire tiens, l'astrologie c'est irrationnel. C'est pas du tout irrationnel, c'est une autre forme de rationalité. Et je crois qu'on ne peut pas faire d'astrologie védique si on n'a pas non plus ses bases et ses fondations dans la philosophie indienne. C'est-à-dire que pour l'Inde, l'homme est un microcosme, bon, en analogie avec le macrocosme. Donc déjà, ça ouvre beaucoup de possibilités de compréhension. De dire par exemple qu'en nous, il y a donc l'Atman et que justement, notre âme, la finalité de cette vie, c'est aussi que notre âme, eh bien, elle rejoigne le Brahman, enfin de tendre vers
ce yoga, on dira, cette union finalement de notre âme individuelle et de l'être cosmique. Donc à partir de là, je crois que la question de l'astrologie, elle est posée différemment, et aussi elle est posée différemment en Inde, dans la mesure où l'astrologie, par exemple, eh bien, elle a d'autres finalités que celles qu'on peut trouver fréquemment en France. Mais est-ce qu'en France, est-ce que l'astrologie peut être aussi en phase avec la société française ou la civilisation française? Oui, je pense. Bon, quand je travaille, par exemple, je dis, voilà, l'astrologie occidentale est un langage, l'astrologie hindoue, védique est un autre langage. Bon, il s'agit de se conformer à la syntaxe et aux règles de pas. Bien sûr, je pense que l'astrologie occidentale, elle a tout à fait sa place. C'est une astrologie qui est aussi essentiellement, enfin, certains courants psychologiques ou psychanalytiques. Et je crois que c'est très important en France, où les gens se posent beaucoup de questions sur qui suis-je, voilà, de mieux se comprendre, de mieux comprendre son potentiel, peut-être pour trouver aussi les meilleurs axes. Mais en Inde, la fonction de l'astrologie, c'est pas du tout ça. Un astrologue, une personne ne va pas venir consulter un astrologue pour vous demander qui suis-je, j'ai ce problème psychologique, etc., quel est mon caractère. C'est pas du tout, et ça c'est lié bien sûr aux données de la société indienne et à la façon aussi dont les gens se vivent. Mais je crois que chaque type d'astrologie, elle a son sens et son importance dans le contexte dans lequel il est né. Alors historiquement, il y a eu des échanges entre ces différentes formes d'astrologie, je crois. Oui, alors... Il y a un débat là-dessus, sur l'influence grecque ou arabe. Oui. C'est vrai que, historiquement, on trouve les sources de l'astrologie védique dans certains textes, principalement peut-être l'Atharva Veda, où il est question des nakshatras. À une époque, effectivement, il y a eu des échanges entre la Grèce et l'Inde. Mais néanmoins, la façon dont l'astrologie elle est appliquée en Inde, elle est quand même tout à fait particulière. On va consulter un astrologue pour des raisons tout à fait différentes que les raisons pour lesquelles on vient consulter un astrologue occidental. C'est que les outils sont un petit peu les mêmes en quelque sorte, mais leur application est différente. À la base, je dirais fondamentalement, on travaille avec donc, le zodiaque, les rachis, mais très vite, on part avec d'autres subdivisions, d'infinies subdivisions. Comme les dasa, les fameux dasa. Voilà, comme les dasa pour la prédiction, les bhukti, les antaram, les shukshma antaram, les prana shukshma antaram, c'est-à-dire on peut arriver à des... Bon, les Indiens aussi sont extrêmement mathématiques dans leur calcul. Donc effectivement, si on dit, voilà, il y a les rachis et il y a les navagraha, c'est-à-dire les 9 planètes, le septénaire, incluant Rahu et Ketu, les 2 nœuds lunaires, on peut dire qu'il y a ça. Mais très très vite, il y a une grande divergence. Je veux dire, sur cette base, donc, il y a ce fond commun, si vous voulez, ces outils vraiment de base, oui, qui est le ciel finalement et les astres. Mais très vite, on va travailler beaucoup avec les constellations, les maisons lunaires. Et comme vous le savez aussi, hein, vous êtes un spécialiste aussi de l'astrologie indienne un petit peu, vous avez aussi travaillé, hein, vous m'avez dit. Voilà. Et donc très vite, on va aborder d'autres façons d'interpréter, puisque ce qui est essentiel pour nous, c'est la Lune, par exemple. Tout est basé sur la position de la Lune. Oui, non, effectivement, il y a des éléments qui ont... Ou alors il y a aussi des choses qui ont peut-être été conservées dans l'astrologie indienne et qui ont été perdues dans l'astrologie occidentale. Enfin, il y a plusieurs... Alors, une des caractéristiques de l'astrologie, un des décalages qui... Bon, on va revenir à d'autres problèmes, oui. Mais un des décalages, c'est la question du zodiaque sidéral d'une part, et d'autre part, le refus d'utiliser les planètes transsaturniennes, par exemple. Oui, alors bon, ça c'est vrai que c'est une donnée fondamentale. En astrologie védique, nous utilisons donc l'Ayanamsha, hein, nous utilisons un zodiaque, c'est très mal parlé, mais nous nous référons à un zodiaque sidéral. Bon, mais il y a aussi des sidéralistes en Occident. Hein, oui, il y en a, bien sûr. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est une base. Et le deuxième point, c'est pas qu'on refuse, mais c'est que après tout, les septénaires nous disent suffisamment de choses pour aller très très à fond dans un thème. Moi j'ai très longtemps travaillé avec Uranus, Neptune et Pluton, et ça m'intéressait beaucoup en tant qu'archétype, transsaturnienne, etc. Et j'avais une grande habilité de voir dans ces thèmes l'importance de cette planète. Et tout à coup, quand j'ai commencé à lire
les premiers livres accessibles en astrologie védique étaient les ouvrages de B.V. Raman, je me disais, mais comment ça se fait, mais comment je vais pouvoir interpréter un thème? Il n'y a plus ni Pluton, ni Neptune, voilà. Donc j'étais un peu désemparée mais petit à petit, grâce à la richesse, à la complexité infinie du système de l'astrologie védique, parce que vraiment, voilà, je veux dire, on peut voir beaucoup d'aspects, et je dirais, en fonction des compétences et de l'habilité, de la profondeur d'esprit et de la préparation et de la spiritualité aussi, je dirais, peut-être d'un maître d'astrologie védique, on peut voir aussi, on voit tout, on voit beaucoup de choses. Moi j'ai eu la chance de travailler, et j'ai toujours la chance de travailler avec mon maître qui est le professeur Jaya Shekhar, qui est très connu en Occident, qui vient tous les ans faire des séminaires en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Donc je travaille avec lui depuis plus de 20 ans, je suis sa disciple, donc j'étais initiée à sa tradition astrologique et d'autres traditions. Et c'est vrai que de voir le professeur Jaya Shekhar interpréter, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, quoi. C'est une révélation d'écouter un cours, de suivre un cours avec lui. Le thème, c'est clair, là où il est un peu, bon, pour pas des nouveaux peut-être, mais enfin des personnes qui pratiquent depuis peu, tout à coup tout devient extrêmement clair et lucide. Là, je crois que c'est quand même lié aussi à la personnalité et à la formation, bien sûr, la maîtrise du sujet, mais je dirais aussi la préparation spirituelle, c'est extrêmement important. Et alors, vous avez employé le mot tout à l'heure de divination pour dire que vous vous intéressiez. Alors, je ne sais pas si vous incluez l'astrologie dans la divination, ou si vous la distinguez de la divination, et si elle n'a pas les mêmes limites ou les mêmes possibilités que la divination. Enfin. Ça veut dire il faut voir qu'est-ce que c'est que la divination. Oui, c'est ça, qu'est-ce que c'est la divination, la mancie. Voilà, la mancie. Donc là, j'en parlais plus parce que c'était lié à mon sujet, mon sujet universitaire. C'est intéressant de situer les deux donc, choses. Où j'étudiais aussi les marques sur le corps, par exemple. Là, il n'y avait pas seulement l'astrologie, mais il y avait aussi la somatomancie, d'autres aspects comme ça. Alors, divination, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette faculté finalement d'anticiper, cette faculté de voir ou d'entrevoir ou d'apercevoir des événements qui vont arriver dans le temps, c'est-à-dire avoir une vision du temps qui n'est pas cette vision ponctuelle, linéaire d'hier, aujourd'hui et demain, mais d'avoir cette possibilité d'entrer dans le temps. Donc, pour cela, effectivement, l'astrologie hindoue a des outils qui sont des outils extrêmement sérieux, qui sont sérieux, précis, qui sont donc les périodes planétaires, les dashas, les bhuktis, les antaras, et on peut encore rentrer dans des subdivisions beaucoup plus... Mais en ce sens-là, est-ce qu'il y a une divination indienne qui n'est pas de l'ordre de l'astrologie? Bien sûr, mais alors là, je crois qu'on aborde... Par exemple, je crois que ça s'intéresse beaucoup à la chiromancie. La chiromancie. Donc le professeur Jaya Shekhar, par exemple, c'est un grand maître de chiromancie aussi. Mais tout simplement, je dirais... Bon, on sort peut-être là de notre sujet, mais je dirais qu'un être spirituel, un yogi, comme ces personnes qu'on peut rencontrer en Inde, ils n'ont pas besoin d'avoir ni le thème astrologique, ni la main pour justement vous essayer à côté d'eux. Moi, ça m'est arrivé en Himalaya, quand je préparais mes ouvrages, je me trouvais auprès d'un sadhu, d'un yogi, d'un renonçant, d'un sannyasine. Et puis tout à coup, ils vous disent des choses très évidentes sur votre passé, sur vous, sans que vous demandiez. Donc là aussi, c'est quoi cette divination, cette capacité peut-être d'entrer en relation avec le cosmos, de rentrer en harmonie aussi avec peut-être avec l'autre qui est là, et que tout ça, il n'y a pas vraiment de différence peut-être. Parce que la divination, parce qu'on parle, il y a d'un côté des formes de connaissances qui impliquent des savoirs, des techniques. Alors que là, dans le dernier exemple, ce serait les personnes n'utilisent pas une technique particulière. Mais je pense qu'ils ont, c'est certainement très lié à un travail qu'ils ont fait sur eux. Oui, c'est plutôt ce qu'on appellerait en Occident des voyants ou des médiums, je ne sais pas. Oui, mais bon, c'est lié à un travail, à des techniques qu'ils ont utilisées. Par exemple,
le prana, la respiration, Voilà. ou simplement un mode de vie, le fait Voilà. de vivre, par exemple, puisque je parle des yogis en Himalaya, le fait de vivre toujours dans cet état de méditation, de développer donc plus, de se mettre en affinité avec certaines zones du cerveau, donc c'est probablement aussi... Ils sont eux-mêmes leur propre outil, en quelque sorte. Oui, peut-être, voilà. Ils se sont Ils se sont développés, transformés c'est eux-mêmes, eux-mêmes. au lieu d'utiliser une technique Oui, externe, oui. ils se sont transformés. Oui, je crois que c'est très peu de choses, un thème astrologique ou une main. Je crois qu'après tout, si on a développé cette technique, si on parlait tout à l'heure de l'Atma et du Brahman, bon, si on est en cette capacité d'être en relation avec le cosmos, a fortiori, je pense qu'on peut être aussi capable d'entrer en relation, en résonance avec un être humain, avec son esprit, avec les vibrations de sa conscience. Et Ben oui. voilà, hein, c'est ça. On a cette dualité aussi en Occident, entre les astrologues, les tarologues, les numérologues, et puis de l'autre côté, les voyants, les médiums. On a quand même on comprend très bien cette distinction. Alors, pour revenir sur l'astrologie hindoue, bien qu'effectivement vous ayez consacré des travaux aussi à la photo, vous avez publié plusieurs ouvrages qui ont été couronnés sur l'Inde. Vous êtes connu, peut-être plus connu pour vos travaux sur la photographie indienne que pour vos recherches sur la divination, l'astrologie. Disons que ce dernier livre, Inde singulière et plurielle, qui est sorti récemment, il a reçu le patronage de l'UNESCO, de la Commission nationale française de l'UNESCO. Et bon, c'est vrai que la photographie, c'est un domaine extrêmement important, le côté visuel pour moi, enfin de peut-être justement pouvoir percevoir l'Inde et en restituer par l'image, c'est très important. Mais aussi bien sûr les textes. Les textes sont oui, bien sûr. aussi importants, voilà. Et il y a de la philosophie dans les textes, mais j'ai voulu faire des livres qui ne soient pas des livres de spécialistes, mais des livres que toute personne qui a envie de voyager en Inde, voilà, puisse lire aussi, bien que je dise beaucoup de choses sur la culture, sur la civilisation de l'Inde dans ces ouvrages. Voilà. Alors on a une image un peu stéréotypée de l'astrologie indienne, comme quoi les gens ne se marieraient jamais sans aller voir l'astrologue, ou que l'astrologue ferait les mariages. Enfin, c'est là qu'on se dit qu'effectivement, on n'en est pas là en Occident. Est-ce que c'est toujours vrai? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution de la société indienne par rapport à ces questions entre-temps? Bon, dire on n'en est pas là en Occident, c'est déjà un peu dévalorisant par rapport à l'astrologie. Excusez-moi. Non, mais vous excusez pas, mais je veux dire, enfin, il y a une connotation négative. En fait, il faut voir le résultat. Est-ce que les mariages sont plus réussis en Inde ou en France ou en Europe? Est-ce qu'il y a moins de divorces en Inde ou en Europe? Il y en a aussi en Inde maintenant, mais je vais quand même vous répondre. C'est-à-dire quelle est aussi la finalité de la vie d'un être humain, peut-être en Inde, en Orient, et quelle est la finalité de notre vie en Occident? C'est vrai qu'en Inde, l'individualisme, la vie d'une personne, elle est moins importante que la vie peut-être de la famille et de la communauté, peut-être. Donc à partir de là, comme il y avait aussi ce système de joint family, de famille jointe, il fallait aussi peut-être, justement, c'était important qu'un jeune homme épouse une jeune femme qui soit dans sa même famille, je dirais, de védique ou de tradition. Voilà, pour l'harmonie, parce que la jeune fille, donc, allait habiter chez ses beaux-parents, et donc il y a aussi une affinité, je dirais plus peut-être spirituelle ou d'atmosphère, donc ça c'est important. Alors, bon, c'est vrai que l'astrologie, elle est très importante, c'est un cas pour le mariage, et toujours encore aujourd'hui, même chez des gens qui sont, on va dire, modernes, voilà, ou qui ont beaucoup d'argent, les parents, lorsqu'ils veulent que leur fils se marie, par exemple, ils vont consulter un astrologue et ils apportent 3, 4, 5 thèmes. Et si l'astrologue dit non, celui-ci, non, aucun des 5, généralement, les parents suivent l'avis de l'astrologue. Bon, il arrive aussi où les parents ont choisi et viennent avec le thème et disent voilà, est-ce que c'est la personne qui convient à mon fils? L'astrologue dit pas vraiment, mais ils disent bon, on a choisi quand même. Bon, ça après c'est le libre arbitre et puis la décision de chacun. Mais il faut voir cette finalité en fait, c'était cette capacité de trouver le plus d'affinité possible entre deux êtres, le moins de, comment on dirait, d'affliction, voilà.
entre deux thèmes. Le mois d'aspérité. Voilà, voilà. Et comment, s'il y avait bien sûr des afflictions dans un thème, il pouvait y en avoir dans un autre, mais comment ces afflictions n'allaient pas se heurter, rentrer en, comment dirais-je, voilà, voilà, être trop conflictuelles. Donc c'était ça aussi. L'idée, finalement, en Inde, c'est toujours cette capacité que donne, entre autres, l'astrologie védique ou hindoue, d'entrer en affinité avec les autres, avec bon, voilà, les autres, et aussi peut-être de retrouver cette affinité qui nous permet de mieux vivre en harmonie, je dirais, avec le cosmos aussi. Est-ce que la société indienne, quel est le niveau de bagage astrologique qu'ont les gens qui ne sont pas astrologues? Est-ce qu'ils ont des connaissances astrologiques plus répandues, plus installées que, par exemple, le bagage moyen d'un Français? Oui, donc... Est-ce que ça s'est diffusé? Est-ce que c'est un savoir qui est beaucoup plus partagé ou disons que... ou est-ce qu'il est réservé à la caste des astrologues? Non, non, pas vraiment. Les gens vont savoir, ils s'intéressent quand même à l'astrologue. Parce que la règle générale, c'est que quand un enfant naît, très peu de temps après, l'astrologue montre le thème de l'enfant. Donc il va dire un certain nombre de choses. Donc les gens vont connaître, savoir quel est leur ascendant, mais quand vous demandez l'ascendant, ils ne vont pas vous dire l'ascendant, ils vont pas vous dire... bon, ils connaissent l'ascendant, alors qu'en Occident, on ne le connaît pas forcément. On connaît son signe solaire, mais si vous demandez plutôt le signe, ils vont vous donner le signe lunaire. Ah oui. Donc ils vont savoir quel est leur signe lunaire, dans quel nakshatra se trouve la lune, etc. Ils vont savoir aussi... Généralement, je dirais dans quelle période il se trouve. Ah bon? Oui, ils vont dire je suis dans le dassa de Mars ou le dassa de Saturne. Oui, par exemple, c'est très fréquent, ça c'est courant. Oui, c'est assez court. Bon, moi c'est vrai que je vais souvent... Ça c'est quelque chose qui manque complètement en Occident. Les gens n'ont aucune connaissance, quelle qu'elle soit, des systèmes prévisionnels des professionnels. Puis aussi, vous savez, dans la tradition indienne, il fallait aussi lire tous les jours les éphémérides, les panchangas. Donc, lisant les éphémérides, eh bien, vous savez où se trouve le soleil, où se trouve la lune, où se trouvent toutes les planètes, où se trouvent les nœuds lunaires, dans quel nakshatra. Ça, c'était donc la tradition, comme on lisait, par exemple, certaines pages des Védas, on lisait aussi, les brahmanes, doivent le faire obligatoirement, donc de lire les panchangas, puisque vous savez bien que tout ce qui va être les rites, tout ce qui va être décidé au niveau des rites, sont décidés en fonction donc des positions des planètes dans le ciel, non seulement ça, mais aussi des rapports solilunaires, de beaucoup de choses. Donc, il y a cette connaissance-là. Oui, alors très souvent, je ne sais pas, une personne va vous dire, bon, par exemple, j'ai des problèmes professionnels, voilà, je suis dans tel d'achat, qu'est-ce que je peux faire aussi? Parce que par exemple, comme on disait tout à l'heure, la finalité, c'est pas d'avoir une analyse psychologique, si vous êtes introverti, si votre animal est fort, etc. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt je dirais, c'est aussi assez lié aux événements qui arrivent, et des problèmes de santé par exemple, et aussi justement ce que je voulais dire, c'est quels sont les remèdes qu'on va pouvoir utiliser. Ça c'est très important. Ah oui, ça aussi ça fait la différence avec l'Occident, où l'astrologue souvent reste passif en disant voilà ça va se passer. Ça pourrait même faire scandale à la limite qu'un astrologue dise ah bah écoutez je vais vous proposer un pentacle ou une solution pour neutraliser une influence. Ça se faisait autrefois je pense dans les sociétés occidentales, mais ça ne passe plus trop. C'est suspect même, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus à ce sujet. Oui, c'est sûr, mais bon, je veux dire, l'astrologue indien, ça fait partie de sa mission, de son dharma, on dirait. Et un astrologue qui ne le ferait pas, ça serait même suspect, peut-être de manque de connaissances. Oui, mais là, il y a un décalage. Voilà, donc par exemple, quand vous allez dans les temples, vous avez dans tous les temples, tous les grands temples, comme à Madurai, surtout, je cite ce grand temple par exemple, vous avez un sanctuaire pour les 9 planètes, pour les Navagrahas. Et donc, en fonction des afflictions qu'il y a dans votre thème, eh bien, l'astrologue va vous recommander d'aller faire des offrandes au temple. Par exemple, si c'est à Saturne, bien d'y aller par exemple le samedi, de faire des types d'offrandes qui sont liées à Saturne, par exemple des vêtements noirs, certaines graines qui sont plus liées donc à Saturne, etc. Et de faire, en général on fait 7 fois la pradakshina, le tour du sanctuaire, et de se recommander aussi à cette planète ou divinité planétaire en quelque sorte pour aider. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être recommandé. Ou encore on peut demander à une personne
de réciter des mantras pour Saturne, voilà, de les réciter, mais pas une fois, pas deux fois, mais les réciter 100 fois ou 1000 fois. Donc ça veut dire aussi que la personne qui le fait doit suffisamment croire en l'astrologue, avoir confiance aussi dans ce qu'il donne, et penser que justement ces mantras vont aider à résoudre tel ou tel problème. Oui, alors effectivement, là, c'est parce qu'il y a une religion la religion sous-jacente est beaucoup plus en phase avec l'astrologie qu'en Occident. En Occident, la religion chrétienne est une chose qui ne colle pas, même l'utilisation même de la mythologie fait problème à la limite. D'ailleurs, c'est assez étrange de penser que pendant la période médiévale, dans tout le monde monothéistique, il y avait quand même cette astrologie qui représentait quelque part une mythologie qui était rejetée par ailleurs. Donc l'astrologie était en décalage, en déphasage. Oui, et ça ne s'est jamais produit en Inde, en fait. Même si on voit dans certaines églises, il y a les signes astrologiques. Bien entendu. Voilà, il n'y a pas du tout. Même sur les sculptures. Bien aussi. sûr, c'est ça. Oui, bien sûr, sur les sculptures. Donc en Inde, l'astrologie et la religion ou la spiritualité sont tout à fait, je dirais, marchent la main dans la main. C'est une spiritualité, c'est un chemin de connaissance et d'évolution spirituelle, voilà, l'un comme l'autre. Oui, c'est vrai que c'est... Et puis l'Inde est polythéiste, d'une certaine manière, si on peut dire. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça. Oui, mais enfin... alors là, c'est vrai aussi, il y a beaucoup de débats. Est-ce une forme de monothéisme à forme polythéiste? Oui. Mais bon, c'est vrai qu'il y a les trois divinités, mais qui n'en forment... oui, voilà. La Trinité. Voilà, oui, le panthéon hindou, c'est vrai qu'il y a en tout cas, cette diversité des divinités ne fait pas problème, même si elle peut être philosophiquement intégrée en un seul pôle. Non, elle ne fait pas problème. L'Inde, en fait, est très tolérante. Elle est très tolérante. Oui, il y a une grande diversité de croyances, d'adhésions, mais tout se rejoint peut-être. En tout cas, la prière, par exemple, effectivement, c'est vrai que, quoique je connais certains astrologues en Occident qui éventuellement, on pourrait imaginer qu'on puisse invoquer telle ou telle divinité planétaire, mais enfin, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Hein. C'est-à-dire là aussi, qu'est-ce que c'est que la prière? Est-ce que c'est, bien sûr, si c'est pour lui demander de nous aider, bon, comme souvent on peut... Mais si c'est une capacité de se mettre en état de méditation, voilà, et de se relier à des énergies planétaires, je veux dire, c'est extrêmement physique et scientifique aussi. Donc vous pensez que, effectivement, l'astrologue occidental aurait à apprendre de l'astrologie indien dans son rapport, dans sa façon de travailler Je pense. Ils sont plus vivantes de... Je pense. Mais je pense que... je pense que l'astrologie védique, elle est très, très riche, très puissante, mais je pense qu'il faut la resituer vraiment dans la philosophie indienne, dans la mythologie de l'Inde, dans la symbolique de l'Inde, dans beaucoup de choses. Autrement, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais dès que l'on ancre l'astrologie justement dans la philosophie ou dans la cosmologie, vous parliez des mythes, c'est quelque chose qui devient prodigieusement intelligent et bon, à la fois riche au niveau de la connaissance, mais aussi, je dirais, techniquement extrêmement... précis, quoi. C'est un outil aussi extrêmement précis. Mais par exemple, le nom des... Je vais changer ma cassette. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Oui.